Au moment où j'ai réalisé que ma petite fille n'était pas rentrée chez elle, quelque chose en moi s'est brisé de façon silencieuse et définitive, car l'horloge indiquait trop d'heures pour un simple retard, son téléphone ne répondait pas, et le pressentiment qui m'a frappé la poitrine était le même que celui que j'avais ressenti des décennies auparavant, quand j'ai appris que certaines absences ne sont pas accidentelles. Je suis une femme plus âgée, une grand-mère, connue dans la famille pour toujours tout contrôler, pour résoudre les problèmes sans élever la voix, et ce jour-là, j'ai essayé de m'accrocher à la logique, me répétant qu'elle devrait être avec des amis, que quelqu'un appellerait à tout moment, mais chaque minute qui passait rendait ce mensonge plus difficile à maintenir. Quand nous sommes finalement allés à la police, le service était froid et bureaucratique. Ils ont traité cela comme une disparition courante. Ils lui ont demandé si elle sortait seule avant, si elle s'était déjà disputée avec quelqu'un, si Hélène cherchait pas juste à attirer l'attention, et entendre cela m'a révolté intérieurement, mais j'ai avalé difficilement, car tout ce que je voulais, c'était la ramener. Les heures suivantes furent marquées par un désespoir sans bruit. Un désespoir qui s'installe dans le corps, fait trembler les mains, retourner l'estomac et l'esprit créer 1000 scénarios pires que les autres. C'est lors d'une conversation apparemment banale, lorsqu'un policier a mentionné un mouvement suspect près d'un endroit connu pour ses activités illégales, que quelque chose s'est allumé en moi, car cet endroit avait un lien direct avec un nom que je reconnaissais en même temps, un homme lié au crime organisé, quelqu'un qui faisait partie d'un passé que j'ai essayé d'enterrer non par honte, mais par une vraie peur. Pendant de nombreuses années, j'ai tenu ce nom loin de ma famille, des conversations, loin de ma propre mémoire, croyant que le silence était la seule façon de garder tout le monde en vie et en sécurité, et à ce moment-là, je me suis battue contre moi-même avant de parler, car je savais que si j'ouvrais la bouche, rien ne serait plus jamais pareil. Quand j'ai finalement révélé le nom aux enquêteurs, l'ambiance immédiatement changé, non pas du côté auquel je m'attendais, mais contre moi, car ils ont échangé des regards, écrit quelque chose à moitié sincère, et ont commencé à m'interroger comme si j'inventais une histoire, suggérant que j'étais confus, émotionnellement bouleversé, peut-être en mélangeant de vieux souvenirs avec la situation actuelle. L'humiliation ne venait pas en cris, mais en sourires chantés, en phrases comme « Gardons les pieds sur terre » et « On ne peut pas travailler avec deux suppositions ». Et cela faisait plus mal que s'ils m'avaient accusé directement. Quand ma famille a appris que j'avais mentionné ce nom, la réaction a été encore pire, car on m'a traité d'exagéré. Ils ont dit que je créais un monstre pour donner un sens à la peur, que cet homme n'avait pas fait partie de notre réalité depuis des décennies. Et l'entendre de la bouche de mes propres enfants m'a fait me sentir petit, discrédité et profondément seul. Pourtant, quelque chose en moi disait que je n'avais pas tort, que ce passé n'avait pas disparu, il avait juste attendu. Et j'ai commencé à tout observer de plus près, chaque conversation interrompue, chaque silence gênant, chaque réaction défensive quand le sujet était abordé. Au fil des jours, alors que ma petite fille était toujours portée disparue, peu d'informations ont commencé à émerger, rien d'assez concret pour convaincre immédiatement la police, mais suffisant pour montrer qu'il y avait des liens cachés, ignorés. J'ai découvert que cet homme circulait toujours dans les mêmes endroits, utilisant des intermédiaires, gardant une influence sur des personnes que je ne soupçonnerais jamais, y compris au sein de sa propre famille, et c'est là que j'ai réalisé que mon silence du passé s'était trop enraciné. Quand j'ai essayé de prévenir, j'ai de nouveau été discrédité, cette fois plus sévèrement, accusé de vouloir attirer l'attention, de détourner l'attention, et j'ai même entendu dire que mon comportement entravait les enquêtes. Cela m'a détruite de l'intérieur, car en plus de gérer la peur constante de ne plus jamais revoir ma petite fille, je devais endurer les sentiments d'être réduite au silence, comme si ma voix était trop gênante pour être entendue. Ce que personne ne savait, c'est que cet homme avait l'habitude d'utiliser précisément ce type de discrédit comme protection, comptant sur l'incrédulité d'eux autres pour continuer à agir dans l'ombre, et chaque fois que quelqu'un doutait de moi, j'étais encore plus sûre que je touchais quelque chose de dangereux. Les nuits devenaient longues et sans sommeil. Je revivais de vieilles scènes, des souvenirs que je pensais avoir surmontés. Et j'ai commencé à comprendre que le passé ne demande pas la permission de revenir. Il revient simplement lorsqu'il trouve une faille. C'est dans cet état d'épuisement et de lucidité forcée que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de la disparition de ma petite fille,
mais d'une toile bien plus vaste, composée de mensonges, de complicité et d'intérêts sales qui allaient à bientôt éclater, que cela me plaise ou non. Et alors que tout le monde insistait pour me traiter comme une grand-mère désespérée et confuse, j'avais l'impression que quelque chose allait se briser définitivement, car les vérités enfouies par la peur ne disparaissent pas. Elles s'attendent simplement le moment le plus cruel pour exiger le prix du silence. Mais ce que personne n'était prêt à affronter, c'est ce qui serait révélé dans les jours qui suivront. Dans les jours qui ont suivi, alors que la police maintenait un discours prudent et bureaucratique, quelque chose a commencé à bouger en coulisses, car lorsqu'une vérité est évoquée au bon endroit, elle ne reste jamais immobile longtemps. J'ai commencé à prêter attention à des détails qui semblaient autrefois insignifiants, aux conversations interrompues à mon entrée dans la pièce, aux appels téléphoniques passés à la hâte, aux changements soudains de comportement au sein même de la famille. Un de mes fils a commencé à éviter de me regarder dans les yeux chaque fois que le nom de cet homme était mentionné, et cela a allumé une alerte profonde en moi, car ce n'était pas seulement de la peur, c'était une culpabilité déguisée en irritation. Quand je l'ai confronté, j'ai entendu des réponses vagues, des justifications mal cousues, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était caché non pas à moi, mais à la police. Parallèlement, de nouveaux indices sont apparus, contredisant la simple disparition, des images de caméras montrant ma petite fille observée quelques jours plus tôt, des enregistrements d'appels effectués depuis un numéro jetable, et tous ces fragments, placés côte à côte, indiquaient un schéma que je reconnaissais trop bien. Je suis retourné voir les enquêteurs avec ces informations, plus fermes, plus directes, et cette fois, ils ne pouvaient pas l'ignorer complètement, car les données commençaient à se connecter de façon inconfortable. Pourtant, ils ont quand même essayé de minimiser cela, disant qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus concret. Et j'ai compris qu'il y avait de la résistance, non seulement faute de preuves, mais aussi parce que lutter contre le crime organisé demande un courage que tout le monde n'est pas prêt à avoir. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère devenait insupportable, des disputes surgissaient pour n'importe quoi, des accusations voilées étaient lancées dans l'air, et j'ai commencé à sentir que ma présence me dérangeait, comme si j'étais un risque pour un équilibre fondé sur des mensonges. C'est alors que j'ai découvert, presque par hasard, qu'un proche parent avait eu récemment des contacts avec des personnes directement liées à cet homme, des réunions déguisées scène à faire, des faveurs échangées en silence, et lorsque j'ai ajouté cela au mouvement financier étrange, la vérité a commencé à se dessiner de manière claire et cruelle. Ma petite fille n'avait pas disparu par hasard, elle avait été utilisée comme monnaie, comme instrument de pression, et la vraie cible n'avait jamais été elle, c'était moi, car mon passé représentait une menace qu'il fallait neutraliser. Quand j'ai amené cette conclusion à la famille, la réaction a été explosive. Cris, déni, tentative désespérée de me discréditer une fois de plus. Mais cette fois, je n'ai pas reculé, car il n'y avait plus de place pour la peur. La police, sous la pression de nouvelles preuves et de la possibilité d'un scandale plus vaste, ouvrit enfin une piste d'enquête plus profonde, et au fil de leur progression, des liens internes commencèrent à être révélés, montrant qu'une personne très proche avait aidé à garder tout cela secret. Le choc est survenu lorsqu'un de mes propres enfants a été appelé pour apporter de s'éclaircissements, et à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur qu'aucune mère n'est prête à ressentir, car la trahison, quand elle vient de l'intérieur, fait plus mal que toute menace extérieure. Les morceaux commencèrent à tomber un à un, l'homme lié au crime organisé fut officiellement inclus comme principal suspect, des mandats furent émis, et le réseau de protection qui l'entourait commença à s'effondrer publiquement. Ma petite fille a été retrouvée quelques jours plus tard, gardée dans un endroit isolé, utilisé comme forme d'intimidation, et quand je l'ai revue, fragile, effrayée, mais vivante, quelque chose en moi s'est réorganisé à jamais. La vérité est sortie brutalement, exposant non seulement le criminel, mais tous ceux qui ont essayé de me faire taire, de me discréditer et d'utiliser mon passé contre moi, et devant tout le monde, il était clair que ma douleur n'était pas une exagération, c'était un avertissement. Ce qui a commencé comme une disparition traitée avec négligence est transformé en un scandale qui a détruit la réputation, brisé les liens familiaux et montré que le silence, lorsqu'il est imposé, ne protège que ceux qui vivent contre les mensonges. Et alors que je tenais ma petite fille dans mes bras, entourée de policiers de regards embarrassés, j'ai compris que le passé revenait vraiment,
mais pas pour me détruire, mais pour faire payer à chacun le prix exact des choix faits dans l'ombre, car certaines vérités peuvent même prendre du temps. Mais quand elles décident d'apparaître, elles ne laissent personne indemne. Après que ma petite fille ait été retrouvée et ramenée chez elle sous soins médicaux, j'ai compris que la fin de la disparition ne signifiait pas la fin de l'histoire, car les conséquences ont commencé à se propager comme des fissures dans un vieux mur qui ne semblait ferme qu'à l'extérieur. La police approfondit les enquêtes, et ce qui était auparavant traité avec prudence commença à être mené avec urgence, car il y avait désormais des preuves, des témoignages et des liens qu'on ne pouvait plus ignorer. L'homme lié au crime organisé a été arrêté préventivement, et avec lui sont apparus des noms que je n'aurais jamais imaginé entendre associés à quelque chose d'aussi sale. Des gens respectés, apparemment des citoyens exemplaires, certains assis à ma table lors des déjeuners familiaux, souriant en aidant à garder le silence. Le choc a été dévastateur, mais en même temps éclairant, car il expliquait des années de comportements étranges, de décisions incohérentes, de silences forcés que j'ai toujours ressentis, mais que je n'ai jamais réussi à prouver. Ma famille était définitivement divisée, non pas par choix, mais par conséquence, car lorsque la vérité éclate, elle ne permet plus la neutralité. Il y avait ceux qui essayèrent de se justifier, disant que tout avait été fait pour éviter quelque chose de pire. Certains pleuraient, ceux qui le niaient jusqu'au dernier moment, et d'autres qui s'éloignaient simplement, incapables de supporter le poids de ce qu'ils avaient aidé à cacher. On m'a appelé à de nouveaux témoignages. J'ai participé à des reconstitutions. J'ai affronté des regards hostiles et d'autres pleins de honte. Mais cette fois, je n'ai pas tremblé, car quelque chose en moi avait profondément changé. La peur qui m'avait accompagné pendant des décennies s'est épuisée quand j'ai vu que le silence n'avait protégé personne, il n'avait fait que retarder l'inévitable. Ma petite fille, peu à peu, a commencé à parler d'elle qu'elle avait vécu, toujours avec soin, toujours à son époque. Et chaque mot révélait à quel point cet homme se croyait au-dessus de toute conséquence, utilisant le nom de famille, les menaces voilées et les promesses vides comme outil de contrôle. Entendre cela m'a brisé le cœur, mais cela a aussi renforcé ma certitude que j'avais bien fait de m'exprimer, même quand tout le monde essayait de me faire taire. Le procès approchait rapidement, et l'affaire attira l'attention du public, non pas pour la violence elle-même, mais pour le réseau de complicité qui a été exposé, montrant comment le crime organisé s'infiltre là où il trouve le silence, la peur et la commodité. Dans la salle d'audience, je me suis assis droit, j'ai écouté chaque accusation, chaque preuve présentée, et quand on m'appelait à parler, je n'avais pas besoin d'exagérer ni de convaincre qui que ce soit, car les faits parlaient. Pour moi, j'ai raconté mon passé clairement, expliqué pourquoi je suis resté silencieux, expliqué comment je reconnaissais les signes, et vu sur les visages du jury quelque chose que je n'avais jamais reçu auparavant, une véritable écoute. L'homme qui a essayé d'utiliser mon silence comme arme a évité mon regard, et à ce moment-là, j'ai compris que le pouvoir qu'il croyait avoir n'avait jamais été réel, il dépendait toujours de notre omission. La sentence fut sévère, accompagnée de condamnations parallèles pour ceux qui collaboraient directement ou indirectement, et lorsque tout fut terminé, il n'y eut aucun sentiment de victoire, juste une profonde fatigue mêlée à un soulagement. À la maison, l'atmosphère restait fragile, car certaines blessures ne se ferment pas vite. Mais il y avait aussi une nouvelle forme d'honnêteté, des conversations difficiles se menant sans crier, des limites posées sans culpabilité. Ma petite fille a repris sa vie petit à petit, souriait à nouveau à des moments inattendus. Et chacune de ces avances était un rappel silencieux que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, sauve. J'ai appris que le passé ne peut pas être effacé, mais qu'il peut être affronté, et que le prix du silence est presque toujours payé par ceux qui le méritent le moins. Aujourd'hui, quand je marche dans les rues de mon quartier, je ressens des regards différents, non pas de jugement, mais de reconnaissance, car beaucoup comprenaient que je n'étais pas la femme qui créait des histoires, mais celle qui avait le courage de briser un cycle trop ancien. Si une chose a été claire dans tout cela, c'est que le crime se nourrit de la peur et de l'accommodité, mais il s'effondre lorsqu'il trouve quelqu'un prêt à parler, même si cela coûte du confort, des relations et de la réputation. Ma petite fille est vivante, ma conscience est tranquille, et ceux qui ont essayé de me faire taire ont perdu exactement ce qu'ils croyaient contrôler, leur image, devant tout le monde. Le passé est revenu, oui, mais il est revenu pour tout remettre à sa place, montrant que la vérité peut même prendre du temps,
Mais quand elle arrive, elle ne demande pas la permission et ne laisse aucune place aux mensonges pour que les mensonges continuent de tenir. Après que tout ait été révélé et que les sentences aient été confirmées, j'ai cru, un bref instant, que je pouvais enfin me reposer, mais la vérité est que certaines histoires ne se terminent pas quand la justice est rendue. Elles entrent simplement dans une phase plus calme, où les conséquences doivent être assimilées jour après jour. À l'intérieur de ma maison, l'air semblait différent, plus lourd et en même temps plus propre, comme si les mensonges qui circulaient pendant tant d'années avaient été arrachés de murs, laissant des marques visibles, mais aussi de la place pour quelque chose de nouveau. Ma petite fille a commencé à dormir dans la chambre voisine de la mienne, non pas par nécessité médicale, mais par choix. Et de nombreuses nuits, je me réveillais au son de sa respiration. Un bruit simple, mais qui, pour moi, est devenu la preuve quotidienne que nous résistions. Elle faisait encore des cauchemars, elle avait encore peur des bruits inattendus, et j'ai appris à être présent sans poser trop de questions, car certaines douleurs nécessitent un silence respectueux pour guérir. La famille n'est jamais redevenue comme avant, et j'ai dû l'accepter sans essayer de forcer des réconciliations artificielles, car certaines ruptures ne sont pas des échecs, ce sont des limites qui sauvent. Il y avait des proches qui ont disparu de nos vies, non pas par choix, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter d'affronter le miroir que la vérité leur imposait. Et avec le temps, j'ai compris que leur absence n'était pas une perte, mais une conséquence inévitable. D'un autre côté, des liens inattendus sont apparus, des conversations profondes avec des personnes qui n'étaient auparavant que des figurants dans ma routine, des personnes qui m'ont approché non pas par curiosité, mais par respect, et cela m'a montré que la douleur filtre aussi qui mérite vraiment de rester. Ma petite fille a commencé à récupérer de petits rêves. Elle parlait de voyages, d'études sur quelque chose de nouveau, de plans de reconstruction qui semblaient impossibles des mois auparavant. Et chacun de ces mots sur l'avenir était comme un fil de lumière traversant tout ce que nous vivions. Moi, qui ai passé toute ma vie à croire que survivre était le maximum à espérer, j'ai commencé à comprendre que vivre vraiment exige un courage continu, non seulement dans les moments extrêmes, mais aussi dans la vie quotidienne, quand on choisit de ne pas rester silencieux face à ce qui ne va pas. Certains après-midi, nous nous asseyions ensemble dans le salon, sans télévision, à parler de choses simples, et j'ai réalisé que cette intimité silencieuse était quelque chose que le crime, la peur et le silence ne pouvaient jamais complètement détruire. Je devais encore composer avec de vieux souvenirs, avec la culpabilité qui insistait pour apparaître dans les moments de fatigue, me demandant si tout aurait pu être évité. Mais j'ai appris à reconnaître ces pensées comme des pièges du passé, car porter une culpabilité éternelle ne répare rien, cela ne fait que prolonger la douleur. L'homme qui a essayé d'utiliser mon histoire comme une menace a disparu de notre vie quotidienne, non seulement physiquement, mais aussi symboliquement, parce que j'ai cessé de laisser son nom avoir du pouvoir sur moi. Et c'était une libération que je n'aurais jamais imaginé ressentir. La justice n'a pas rendu le temps perdu, mais elle a rendu quelque chose d'essentiel, la possibilité de marcher sans regarder en arrière à chaque pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle de courage, je ne pense pas à des actes grandioses, je pense à des décisions silencieuses, à comment choisir de parler quand tout le monde préfère se taire, à comment défendre la vérité même si elle est discréditée, à comment protéger ceux qu'on aime, même si cela coûte réputation, confort et relations. Ma petite fille m'a un jour dit qu'elle avait appris de moi que la peur ne l'emporte que lorsqu'on lui obéit, et entendre cela était plus fort que n'importe quelle sentence judiciaire, car j'ai compris qu'en dépit de tout, j'avais laissé un héritage différent du silence que j'avais hérité. Le passé est vraiment revenu, de la manière la plus cruelle possible, mais il n'est pas revenu pour me détruire. Il est revenu pour mettre fin à un cycle qui devait être fermé une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, j'avance avec des pas plus lents, mais plus fermes, conscient que la vérité ne protège pas contre la souffrance immédiate, mais protège contre la souffrance prolongée. S'il y a une fin à cette histoire, ce n'est pas dans le crime, ni dans le procès, ni dans l'humiliation que j'ai subie, mais dans le fait que ma petite fille est vivante, que ma voix n'a pas été réduite au silence, et que ceux qui misaient sur la peur ont été exposés exactement comme ils l'étaient. J'ai appris que le silence peut sembler sûr, mais c'est la vérité qui sauve vraiment, et que même lorsque tout semble perdu, parler au bon moment peut transformer la douleur en justice et la peur en libération ultime.